présentation. Je vais continuer le suivi avec les autres participants. Donc, je vais être là tout du long de la présentation pour assister alors. Mais tu fais l'introduction, là, c'est ça? Oui, courte introduction donc pour tout le monde. Merci d'être présent à cette deuxième session du premier webinaire qui traite de la mobilité électrique. Je tiens à souligner la contribution du Fonds Fiducie pour l'environnement qui nous permet de réaliser ce genre d'activité. Et le but, c'est vraiment que vous puissiez parler de la mobilité en ce qui concerne vos municipalités, qui sont plus des régions rurales au Nouveau-Brunswick, pour qu'on puisse développer des projets, trouver des solutions qui répondent à vos besoins. Et pour ça, on a Yves Henken, donc YH Environnement, qui a une grande expertise à, à partager ses connaissances. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est vraiment le but, c'est l'interactivité, que vous trouvez de l'information pertinente pour vous. Voilà. Ah, parfait. Bon, bonjour tout le monde. Ben, ça fait, là, aujourd'hui, Gilles, on s'est déjà parlé, on s'est jamais vu. Donc, bonjour. Ben, il y a Gary que j'avais pas salué tout à l'heure. Donc, ben, écoutez, je vais aller tout de suite de l'avant. Ma présentation est peut-être un peu chargée là, dans les règles là, du, comment dire, du modèle de présentation PowerPoint, mais quelque part, il y a les informations. Puis si vous voulez les relire, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir un peu plus de jus là, dans les documents. Surtout que des fois, je vais chercher des rapports qu'on a fait, qu'on a procédé. Donc, je vais essayer de pas trop passer de. Oups, il y a des gros échos. Joël, est-ce que vous entendez de l'écho? Ouais, hein? Joël? Ah, ok, ben je vais continuer. Donc, au niveau pour expliquer un petit peu les fondements du webinaire, puis la mobilité durable et la transition électrique, ça, c'est vraiment des thèmes qu'on a voulu aborder et développer avec la FMNB puis au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment, on parle vraiment, puis je veux tout de suite vous informer que c'est vraiment adapté pour des petites et des moyennes municipalités. Donc, c'est vraiment pas tout ce que je vais parler de gestion intelligente ou de système, c'est pas des trucs que nécessairement pour les grandes villes. Je vous dirais à la limite, c'est souvent plus facile pour les petites municipalités d'adopter ces nouvelles technologies des plus grandes municipalités qui ont des structures organisationnelles plus complexes avec des directions avec des systèmes de gestion de flotte ou des équipements qui peuvent être un peu plus, je vais utiliser le terme, lourds à modifier ou à bouger. Donc, tout de suite, il faut considérer que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ça s'applique à des petites et des moyennes municipalités, bien sûr aux grandes municipalités. C'est qui génère... Joël, il n'y a plus d'écho, hein? On s'est été réglé, hein? C'était M. Lapierre qui générait un écho. J'ai coupé le micro. OK. S'il y a quoi que ce soit, laissez-moi savoir Parfait. dans le chat et je pourrais Parfait. faire le Bon, donc les bases pour une évolution vers la mobilité durable, c'est vraiment la gestion intelligente et l'économie de partage dans les trois prochains types de grandes classes de webinaires qu'on va faire. C'est vraiment ce qu'on va aborder parce que c'est là où il y a vraiment un très grand potentiel. Nous, on travaille depuis plusieurs années là-dessus. Puis dernièrement, on a vraiment développé des outils, des fonctionnalités, puis surtout des très beaux projets, que ce soit au Nouveau-Brunswick, mais beaucoup au Québec. Puis entre autres, il y en a un très beau qu'on est en train de faire au Nouveau-Brunswick. Euh, L'économie de partage constitue une base pour augmenter l'offre en service de transport collectif, puis en réduire les coûts. Il y a vraiment un très gros potentiel. On reviendra là-dessus. Évidemment, il y a la transition électrique qui est une opportunité. L'électrification des transports, ça représente une opportunité pour modifier et transformer les façons de faire. Les véhicules et les équipements sont plus performants. Ils sont différents, mais ils sont plus performants. Les avantages de l'électrification sont à la fois économiques et financiers. D'abord, on utilise une ressource régionale ou nationale électrique versus l'utilisation de produits pétroliers importés ou transportés. Il faut considérer que c'est une source de revenus pour la région. Le contexte peut varier. C'est pour ça que, par exemple, au Québec, Hydro-Québec pousse énormément parce qu'on a une production d'électricité
on a des surplus, donc c'est intéressant de le vendre. Nouveau-Brunswick, le contexte est peut-être un peu plus il est différent, mais il y a vraiment un enjeu pour Power de justement développer l'utilisation d'électricité d'une façon plus intelligente, puis disons qui peut leur permettre de prévoir une demande puis générer des revenus. Il y a la gestion intelligente des véhicules, comme je parlais, qui est un véritable potentiel. Il y a vraiment des outils qui sont en train de se développer. L'Internet des objets permet de faire des choses vraiment fantastiques. Euh, on a, avec la gestion intelligente des véhicules et des équipements, on permet une optimisation de leur utilisation, un meilleur choix des véhicules compacts versus des camions. On peut réduire le besoin en véhicules. Il y a vraiment des gros potentiels. Puis il y a aussi tout un volet dont on va aussi beaucoup parler aujourd'hui dans les prochains webinaires, c'est tout ce qui est l'opportunité de partage, l'économie de partage. Donc, on peut partager des véhicules compacts, on peut partager des camions. Puis ce qui est intéressant, comme je vous disais, on a beaucoup de projets comme ça. La FCM a financé des beaux projets, puis on a vraiment eu des beaux financements. On est sur 6 projets justement dans la gestion intelligente des équipements, des véhicules, puis les transports collectifs intelligents. Je vous donnerai euh, des exemples tout à l'heure. Les webinaires et les ateliers constituent une démarche pour définir des solutions pour développer la mobilité durable. L'électrification des transports est abordée comme un moyen, une opportunité pour développer et financer des projets, réduire les gaz à effet de serre, réduire les dépenses, favoriser l'économie régionale et provinciale, une opportunité pour changer les mentalités. Ça va être vraiment très important, ça va revenir. Les webinaires et les ateliers permettront d'avoir des discussions. Dans le premier webinaire, je vais parler un peu plus, mais dans les prochains, on va vraiment avoir des échanges. Puis dans le troisième, idéalement, si on va jusque-là, idéalement aussi, on va vraiment avoir des gros échanges, puis de déterminer un peu quel type de projet serait le plus adapté, le plus intéressant pour vos municipalités, puis vos régions, vos localités. On va avoir, justement, comme je disais, on va avoir des discussions directes avec l'animateur, les participants, le consultant, puis des informations d'échange qui vont être très, 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 très importantes. Les tours de table permettront aux participants d'expliquer la situation selon leur localité et les régions. Puis les sondages en temps réel permettront de documenter le processus et l'étape de préfaisabilité pour d'éventuels projets. Ce point-là est très important parce que la FCM demande généralement qu'on ait des études ou des informations à fournir quand on fait des demandes de projets, de financement pour des projets. Puis il y a comme je vous disais, il y a des très belles opportunités avec la FCM, puis avec qui on travaille depuis plusieurs années. La FMNB, YH Environnement. La durée, c'est entre 60 et 90 minutes. Évidemment, ça va dépendre un peu des différentes discussions qu'on pourra avoir. Donc aujourd'hui, on va présenter les concepts, on va passer une vingtaine de minutes. On va parler aussi des potentiels et des opportunités, partage des équipements, le changement de mentalité, identification des opportunités, tour de table avec discussion. Puis on va aussi parler dans le troisième point des problématiques pour le transport collectif. Puis là, on va tomber un peu plus dans qu'est-ce qui concerne le plus ou justement identifier les besoins qui peuvent beaucoup changer d'une région à l'autre au Nouveau-Brunswick ou d'une municipalité à l'autre. Très, très, très rapidement, le webinaire 2, on va avoir la chance, pour, si possible, d'avoir une deuxième étape. Le webinaire 2, c'est analyse des besoins, des préliminaires des besoins avec les problématiques. En fait, on va recueillir les informations du premier webinaire. On va regarder un peu on va examiner les solutions qui sont possibles, puis on va identifier des projets. Puis le troisième webinaire, si on se rend jusque-là, c'est vraiment, on va montrer des projets, dépendamment des groupes de projets qu'on pourrait faire, que ce soit pour la gestion des camions plus spécialisés ou le transport collectif intelligent ou des services écologiques intelligents. À ce moment-là, on pourra faire des séances qui seront regroupées selon des thématiques. On verra un petit peu après la deuxième série de webinaires, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on attaque le premier webinaire. Dans le fond, au niveau je vais revenir un peu avec les concepts. Les pôles de la mobilité durable, on parle vraiment gestion et optimisation de l'utilisation de la flotte de véhicules et des équipements. Il y a développer des services en mobilité durable pour les municipalités et la communauté, réduire les dépenses, améliorer le bilan environnemental. Il n'y a pas vraiment
un pôle qui est plus important que l'autre. C'est vraiment selon la situation, les priorités politiques des municipalités. Chaque pôle est essentiel. Il faut agir là où les opportunités se présentent. Il y a des politiques d'électrification et de subventions, des renouvellements des équipements. Il y a des périodes où il y a vraiment, au niveau des régions ou des programmes, au niveau provincial ou même fédéral, où il y a vraiment des opportunités qui sont offertes. Et donc, il faut en profiter. C'est là, c'est vraiment, il faut être opportuniste, puis il faut aller avec, là où il y a des potentiels, là il y a des possibilités. Il y a évidemment les priorités politiques, la réduction des dépenses, générer des revenus, protection de l'environnement. Vraiment, il faut aller avec ce qui est une priorité. Il ne faut pas aller avec ce genre de projets-là, qui sont quand même, c'est des gros changements, c'est de l'innovation. Il faut aller avec ce qui porte, les éléments porteurs de ce type de changement. La transition électrique. Justement, aujourd'hui, dans les webinaires, dans Transition Mobilité électrique, c'est vraiment le fonds en fiducie a financé au niveau de faire la promotion. La FMNB et avec le fonds en fiducie, on a vraiment fait une présentation pour profiter de la transition électrique, qui est une grande tendance mondiale, mais qui est une grosse tendance aussi au niveau canadien pour justement réduire les gaz à effet de serre. Le secteur du transport est extrêmement important. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est mis là-dedans en termes d'infrastructures pour la recharge, qui est quand même un enjeu très, très important, et aussi au niveau des véhicules, l'achat des équipements. Là, il y a de plus en plus de camions qui s'en viennent. On pourra en parler. J'ai une section on a fait une étude financée par la FCM, encore une fois, qui nous a permis d'apprendre des choses très, très intéressantes au niveau des camions, l'utilisation des camions plus spécialisés. Et puis, donc, on pourra en parler, mais il y a de plus en plus de technologies qui sont présentées dans, dans ces, dans ces secteurs-là. Les avantages de l'électrification sont à la fois économiques et financiers. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est l'utilisation d'une ressource régionale, nationale, versus l'importation des produits pétroliers qui sont importés ou transportés, qui génèrent des risques et qui sont aussi des causes de problèmes environnementaux importants au niveau des changements climatiques et même au niveau de la pollution atmosphérique dans les municipalités ou dans les villes avec haute densité. La gestion intelligente des véhicules et des équipements offre une approche complète. Justement, ça aussi, c'est un aspect qui est très, très important au niveau du suivi et maintenance des équipements, des véhicules. Il y a vraiment un gros potentiel avec la gestion intelligente. L'autre élément, puis on va y revenir, j'ai des graphiques intéressants, là, puis on pourra poser des questions. Il y a aussi la logistique, l'utilisation des équipements, optimiser l'utilisation des équipements pour le bon usage. On a eu la chance de faire plusieurs études au Québec et au Nouveau-Brunswick, puis au niveau des équipements, des flottes de véhicules, des camions, des véhicules plus conventionnels, l'utilisation des camions légers, c'est vraiment très, très répandu. Souvent, ce n'est pas nécessairement la plus appropriée. On utilise un pick-up souvent juste comme un véhicule ordinaire qui pourrait être facilement remplacé par un véhicule électrique, justement. On va y revenir de toute façon. Et évidemment, l'autre, dans la gestion intelligente, il y a tout un volet, ben pas évidemment, mais il y a tout un autre volet, c'est les services intelligents pour l'économie de partage. Et ça, c'est vraiment une zone ou un secteur en expansion. Et avec l'Internet des objets, les applications, les possibilités sont vraiment très grandes. Puis nous, on travaille beaucoup là-dessus. On a fait beaucoup de choses, puis c'est vraiment très intéressant. Ça amène des gros changements, mais en même temps, ça amène aussi des grandes opportunités et des potentiels immenses. Je vais vous faire une présentation, mais je vais arrêter de parler à ce moment-là. Juste vous présenter un peu. Est-ce que, Joël, tu peux partir l'animation? lancer la vie. C'est parti. C'est parti?
marche pas, Joël. Elle est lancée. Pardon? Elle est partie là. Moi, je la vois pas. Est-ce que les gens la voient? Moi, Et- je vois pas le. ok, je vais refaire un retour en arrière. Et apparemment, Lise, du coup, l'animation est partie. Moi, je vois rien. Là, Je on est vois re... juste plan d'ensemble, j'y ai, là. Puis, D'accord, je vais l'avancer. Hop, là, je reviens en arrière. Et je vais la relancer une nouvelle fois. ah, Alors. ça marche. Ok, d'accord. Et c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je Ouais, pourrais vous donner la parole, ouais. activer les caméras. Là, Pour, ça présente vraiment le système qu'on a avec. En ce moment, d'ailleurs, qu'on utilise la base du système qu'on utilise avec le projet Sauvé qu'on a avec les municipalités, 5 municipalités, Beresford, Saint-Quentin, Chipagan, Tracadie, Dieppe. Est-ce que j'en oublie une? Donc, en gros, c'est ça. Donc, on voit vraiment au niveau de l'utilisation et les camions lourds, tout ce qu'on peut avoir, on peut avoir outils comme de logistique, des services intelligents au niveau du partage de certains véhicules qui sont désignés. Là ici, c'est vraiment l'exemple qu'on a, c'est avec les véhicules électriques. On a un concept de station-service électrique qu'on a développé avec le projet Sauvé qui est en cours, où vraiment, les véhicules sont disponibles à un endroit. Il y a vraiment tout un volet de suivi et maintenance aussi qui est très, très, très intéressant, qui est très important. Et ça, c'est ce qu'on est en train de développer, à quel point c'est important dans les projets où on travaille beaucoup sur la logistique, les services intelligents, mais on voit à quel point le suivi et maintenance aussi est très, très important au niveau de la gestion. On va aller avec l'autre. Le suivi et maintenance, c'est d'abord superviser l'état, le fonctionnement et les alertes pour la maintenance, que ce soit pour les urgences ou les activités de maintenance. On va aller. euh, Est-ce que tu peux partir? Oups. Elle est partie chez toi, Yves? Non. Ok, d'accord. Voilà, je vais la lancer. Voilà. Donc, vraiment, déjà dans la plateforme, ceux qui sont, je pense dans le groupe, il n'y a pas vraiment de personnes dans le projet Sauvé, mais vraiment, on a les icônes que vous voyez, on les a dans notre plateforme, justement sur le statut, le positionnement, l'état des batteries, la haute tension et tout, les urgences au niveau de la batterie 12 volts. Et là, on est en train de développer d'autres d'autres éléments vraiment pour la maintenance, que ce soit les changements d'huile, les pneus au niveau saisonnier. Puis vraiment qu'il y ait une approche complète par rapport au suivi et maintenance, dont l'éco-conduite, qui dans le fond, ça c'est vraiment une préoccupation au niveau du transport, la réduction des gaz à effet de serre. Nous, on est en train de travailler ce volet-là avec la plateforme qu'on a, justement, pour avoir une homologation complète d'éco-gestion. Il y a deux niveaux d'intervention. Il y a l'intervention vraiment d'urgence. Par exemple, quand tes batteries 12 volts en ce moment, on marque. Les voitures électriques, par exemple, la batterie 12 volts est plus petite, elle est plus sensible. Euh, Elle est moins importante pour démarrer un moteur, mais elle est excessivement importante pour alimenter les ordinateurs de bord qui sont omniprésents dans les voitures électriques. Donc, c'est un équipement qui est essentiel et vital pour le fonctionnement. Donc, nous, tout de suite, on le suit de façon euh, méticuleuse, l'évolution de la batterie, le niveau de la batterie 12 volts pour avertir au niveau de la maintenance. Euh, Là, on découvre aussi des modes de gestion de chacune des municipalités, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou au Québec. Et il n'y en a pas une qui est pareille, vraiment. Il y a certaines tendances, mais justement, des fois, c'est pas évident que les gens s'occupent de façon rapprochée, surtout dans les périodes comme on a en ce moment, où les activités sont pas régulières ou sont anormales. Les gens sont confinés, font du télétravail, les véhicules sont moins utilisés, mais justement, ce genre
d'informations-là et de données sur les interventions à faire sur les véhicules pour les maintenir en état de fonctionnement sont importants. Évidemment, les autres au niveau de la maintenance. Ça, c'est le volet maintenance, suivi maintenance que je voulais présenter. Il y a aussi évidemment les offres des opportunités de partage, que ce soit, comme j'expliquais tout à l'heure, des véhicules compacts avec des citoyens pour l'autopartage. En ce moment, on fait des projets aussi où on développe des projets, des services de covoiturage avec la Gaspésie, pas très loin de chez vous, toute la région de la Gaspésie, et aussi du partage de camions spécialisés, des camions qui peuvent être très coûteux, et la gestion intelligente permettrait ou pourrait permettre du partage. Certaines municipalités le font déjà, mais d'une façon plus informelle et plus léger, au lieu de nécessairement fusionner les services d'une municipalité l'une à l'autre, ce qui peut être une grosse discussion politique. Des fois, ça peut être relativement simple de juste partager certains équipements qui sont utiles pour des municipalités qui s'avoisinent. Là, tu peux y aller encore pour la logistique. Il va falloir que tu reviennes en arrière, tu recommences, Joël. OK. Je trouvais que le lien le plus sûr, c'est d'aller en avant et revenir en arrière. Oui, c'est ça. Donc, on détermine avec la logistique, vraiment, on a un système sophistiqué qui nous permet justement d'avoir avec déterminer les horaires, répartir, et justement au niveau des équipements. Là, on travaille avec les véhicules compacts, les véhicules électriques, mais on est avec des projets pour les camions lourds. Il y a des zones de stationnement et on donne des statuts et des droits d'accès à des employés municipaux, évidemment, des usagers municipaux externes, ça c'est vous, des collègues des municipalités avoisinantes, et des usagers externes, qui sont des citoyens, des organismes, des entreprises, qui peuvent utiliser des équipements qui sont sous-utilisés. On y reviendra un peu tout à l'heure pour l'expliquer. L'économie de partage, comme je disais tout à l'heure, la gestion intelligente des véhicules et des équipements représente une clé pour développer une nouvelle génération de services et diversifier l'offre en transport collectif conventionnel et intelligent. Ça, c'est vraiment il y a un énorme potentiel. Puis c'est vraiment un secteur à regarder et à analyser justement au niveau du Nouveau-Brunswick où le transport collectif et les possibilités sont limitées au niveau. Et je vous dirais, les enjeux sont importants puisqu'il y a des distances entre les communautés et les municipalités. Et donc, il y a des besoins de déplacement. L'économie de partage constitue aussi une base pour augmenter l'offre en services de transport collectif et en réduire les coûts. Ça, c'est ma dernière. Je pense que c'était ma dernière tout à l'heure. On va recommencer. Ouais. Hop, en arrière. Voilà, c'est bon. JE, c'est partage d'équipement. C'est vraiment en plus des camions. Transport collectif intelligent. Il y a du transport collectif avec le covoiturage, quelqu'un qui conduit des gens qui ont une mobilité réduite, qui ne peuvent pas conduire, qui n'ont pas de permis. Et puis, l'autopartage, c'est vraiment des gens qui peuvent accéder à une voiture, que ce soit des entreprises, des citoyens. Comme on voit, il y a différents niveaux d'usagers. Il y a les employés municipaux qui ont accès. Évidemment, les équipements sont achetés a priori pour leurs besoins. On a constaté avec plusieurs études, on a fait une cinquantaine d'études au niveau des municipalités, une sous-utilisation des équipements. Donc, il y a un fort potentiel pour le partage, idéalement avec des municipalités pour des camions, des outils plus spécialisés, des équipements plus spécialisés, et avec des véhicules plus conventionnels, entre autres. Belle occasion, les véhicules électriques, avec des citoyens, des entreprises, puis des organismes dans vos régions, dans vos localités. Donc, on passe à la section 2. C'est les potentiels et les opportunités, le partage des équipements entre municipalités avec la communauté, etc. Donc, ce qu'on voit au niveau des possibilités, des besoins, la capacité et l'intérêt, on a une sous-utilisation chronique des véhicules et des équipements municipaux. C'est vraiment, je vais présenter des chiffres tout de suite après, il y a vraiment une sous-utilisation. Au Québec, c'est encore plus marqué. Plus les municipalités sont grosses, plus la sous-utilisation est importante. Mais ça peut arriver que dans certaines petites municipalités, on a plusieurs équipements, puis ils sont vraiment peu utilisés. Dépendamment de la municipalité, de sa situation, ses ressources, évidemment,
là, des fois, on a besoin de certains types d'équipements, puis on n'a pas la liberté ou on se sent un peu contraint à acheter, par exemple, que des pick-up, 3 ou 4 pick-up, alors que là, on pourrait facilement, avec une meilleure connaissance des besoins, peut-être adapter les équipements pour les différents besoins. Puis même, quitte, si on peut les partager, ça offrirait même encore plus une possibilité. Donc, dans les services d'urgence, les obligations municipales, évidemment, il y a des gros besoins. Il y a les distances entre les municipalités, il y a l'accès à la communauté, il y a la coopération et la collaboration municipale. Ça, ce sont des possibilités, des besoins, des capacités, puis évidemment l'intérêt que les municipalités pourraient avoir à développer ce partage d'équipements-là. Comme on disait, on a vraiment noté une sous-utilisation chronique des véhicules et des équipements municipaux. On a fait une étude au Nouveau-Brunswick, spécifique. On a sur 12 municipalités, mais on a aussi au Québec, on a terminé l'été passé. C'est vraiment l'analyse de flotte de camions lourds et spécialisés avec 4 municipalités. On a terminé l'été passé. C'est vraiment l'analyse de flotte de camions lourds et spécialisés avec 4 municipalités. Nicolet, Plessisville, Varennes et Beaconsfield. Beaconsfield, c'est une ville qui est dans l'île de Montréal. Fait que c'est intéressant. Ça fait vraiment des camions très, très spécialisés. Varennes aussi. En fait, les camions se ressemblent beaucoup d'une municipalité à l'autre. Mais évidemment, Nicolet et Plessisville, ce sont le type de municipalités qu'on retrouve, on a au Nouveau-Brunswick, des petites municipalités en région, plus isolées. Varennes, c'est en banlieue, mais c'est vraiment intéressant parce qu'au niveau de la situation, leur situation géographique, puis de leurs besoins en termes d'équipements spécialisés, ça se ressemblait énormément, puis, mais les contextes variaient beaucoup. En tout cas, on viendra, puis on a mis en disponibilité l'étude, si ça vous intéresse, de la voir puis de la consulter. En gros, ces chiffres-là, pour nous, pour moi, ça parle beaucoup, mais je réalise que des fois, c'est pas toujours évident. Mais avec les statistiques qu'on a sur l'étude de la FMNB, c'est que les véhicules sont sous-utilisés en termes d'heures. C'est que sur les 49 véhicules qu'on avait, il y avait des véhicules 100%, 8% utilisés moins de 3 heures, 3 heures et demie par journée. 39%, soit 19 sur 49, étaient utilisés moins de 3 heures, 60% du temps étudié. 26, en fait, point de vue statistique, ça donne ça démontre une sous-utilisation des équipements. Au Québec, c'est encore pire, mais c'est quand même plus important que ce qu'on avait présumé dans nos hypothèses de départ au Nouveau-Brunswick, où on disait, bon, les flottes vont être plus petites, donc les plus utilisées. Là où ce qui est en rouge, c'est vraiment l'utilisation des pick-up. 88%, soit 43 des 49 véhicules étaient des camionnettes. 41, soit 20 véhicules sur les 49 étaient utilisés pour transporter des personnes 100% du temps. Donc, on utilisait un pick-up comme une voiture ordinaire. Ça, c'est 41% du temps. Et 63% du temps, soit 63% des cas, soit 31 véhicules sur 49, les véhicules ciblés étaient utilisés pour transporter des personnes 50% du temps. Donc, l'utilisation du pick-up comme une voiture ordinaire était très, très élevée, même au Nouveau-Brunswick. Là, on a d'autres statistiques qui parlent encore plus en termes d'utilisation dans les heures d'utilisation, puis même pour analyser les potentiels de partage. On avait fait, vous allez en voir, on a Shippagan, Tracadie, Dieppe et Edmundston qui avaient participé à l'étude. Là, ce qu'on a fait au niveau des statistiques, c'est qu'on a pris toute la flotte, on a regardé une journée, puis on a dit, OK, toutes les possibilités d'utilisation d'un véhicule à l'heure, à 9 heures, il y avait 45% des possibilités qui étaient utilisées. Donc, mettons que la flotte, je ne me rappelle plus comme ça, peut-être tout à l'heure, on va l'avoir. Mettons qu'il y avait 4 véhicules à Shippagan ou 5 véhicules, ben, il n'y en avait même pas la moitié qui était utilisée dans la période de pointe. Ça veut dire que à 25%, c'est un véhicule sur 4 qui est utilisé. Ça, c'est la période de pointe. Ça veut dire qu'en tout temps, il y a, si la Shippagan avait 4 véhicules, ben, il y en avait la moitié qui était disponible, plus de la moitié qui était disponible. Tracadie,
on est autour de 50. Je ne me rappelle plus, je pense qu'il y avait 8 véhicules. Plus le véhicule, comme je vous ai expliqué, plus la municipalité est grande, plus le taux d'utilisation est bas. Donc, c'est 30%. Il y a beaucoup de véhicules quand même à Dieppe. Donc, il y a, même en période de pointe, il y a un véhicule sur 3 qui est utilisé. Donc, il y en a 2 qui n'est pas utilisé. Ça démontre une possibilité de partage. Ça ne veut pas dire qu'il faut le partager dans les périodes de pointe. Ça veut juste dire le taux d'utilisation vu dans des cases horaires. Mais ça, c'est toute la flotte remis dans une courbe comme ça. Ça parle énormément en termes de potentiel, de taux d'utilisation de potentiel de partage. Puis on voit vraiment, après 16h30, on est vraiment à 5%, les flottes sont disponibles. Puis là, on parle dans ces études-là uniquement de véhicules compacts, là, des pick-up qui ne sont pas des camions spécialisés. Donc, qui peuvent être utilisés par d'autres municipalités. À Edmundston, on était autour de 35% de taux d'utilisation. Dans les camions, on a des statistiques, je ne sais pas si vous voyez bien. Dans les camions, il y a vraiment une sous-utilisation, mais évidemment, c'est pas on ne peut pas utiliser un camion tout le temps. C'est pas ça l'idée. C'est que dans le fond, tu l'utilises quand on a vraiment besoin. Dans certains cas, c'est des cas d'urgence. Donc, l'idée, c'est à la limite, moi, on l'utilise mieux c'est globalement pour la municipalité. Mais là où on calculait, nous, les taux d'utilisation, c'était pour déterminer au niveau de l'électrification. C'est des éléments au niveau de l'électrification. Donc, les distances qui étaient faites, les vitesses, les taux de consommation dans les camions. Vous allez constater, on parle vraiment un taux moyen des flottes qu'on avait observées de 73,7 litres au 100 km. C'est énorme. C'est énorme. Une petite voiture, on parle de 8 litres au 100. Un pick-up, on est à 12. D'ailleurs, ils commencent à être très performants, dépendamment de comment on l'utilise, puis le chargement qu'il peut avoir. C'est vraiment très, très élevé. Et l'autre facteur, l'autre indicateur très, très important au niveau des camions, c'est le temps passé immobile, à marche au ralenti. On parle de 50% du temps de toute la flotte observée. Il y en a que c'est 70, il y en a que c'est 67. C'est rarement en bas de. En fait, c'est pas en bas de 40. Donc, c'est vraiment ça au niveau des technologies pour l'électrification des flottes, pour la mobilité durable. C'est vraiment des chiffres très, très intéressants. Puis il y a des technologies justement pour la marche au ralenti, des supercondensateurs qu'on avait analysés, et évidemment aussi dans d'autres cas pour des camions électriques qui peuvent être très, très intéressants. Dépendamment des subventions qu'on pourrait avoir pour les financer, parce qu'évidemment, ça coûte cher. Sauf que, selon le taux d'utilisation, ça peut être amorti. Et aussi, si les véhicules sont partagés entre les municipalités. Comme c'est des véhicules coûteux, on pourra avoir justement des discussions, parce que vous avez probablement que vous allez nous donner des informations très intéressantes sur vos réalités dans le Nouveau-Brunswick, selon les régions. Comme on parlait un petit peu rapidement, il y a l'entretien, la voirie, le déneigement, c'est vraiment des services très, très spécialisés, la gestion des matières résiduelles, les encombrants. Il y a aussi l'utilisation des camions lourds et des transports spécialisés. Au niveau je vais juste voir. Au niveau municipal, l'utilisation des camions lourds, c'est probablement la plus élevée au niveau d'utilisation des camions. Ça veut dire qu'au niveau industriel, une industrie ne peut pas se permettre de sous-utiliser ces camions qui coûtent très cher. Au niveau municipal, ce n'est pas une question de négligence, c'est parce qu'il y a des obligations, mais on remarque des sous-utilisations. De là, l'intérêt à avoir un partage d'équipements spécialisés. C'est pas évident. Même au Québec, où ils ont une densité plus grande, c'est pas une tradition de partager ces équipements. D'ailleurs, tous les sujets de fusion entre les municipalités, il y a quand même une difficulté, puis c'est un secteur à développer, mais il y a un très gros potentiel. Puis la gestion intelligente des équipements, selon moi, offre des possibilités qui sont
soft en termes organisationnels, c'est que ça n'oblige pas à fusionner les services. On peut juste avoir un système qui permettrait de partager des équipements, puis de réserver des équipements, puis selon les disponibilités des horaires, en tout cas, on pourra en reparler, qui pourraient être très, très, très intéressants, puis des beaux projets à développer. Les caractéristiques, je l'ai déjà dit, je ne reviendrai pas trop là-dessus. Le temps immobile est très important, un gros impact fait consommer la consommation. Litres au 100, comme on avait observé, on parlait de mémoire, là, 74, 75 litres au 100, ce qui est énorme. 73,7 litres au 100, c'est vraiment très, 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 très élevé. Donc, en termes de coût d'énergie, de réduction des dépenses, avec l'électrification des transports, il y a vraiment des possibilités. Dans les, dans les éléments, il y a vraiment tous les changements de mentalité qui sont très importants. C'est les nouvelles technologies, changement de mentalité, adaptation organisationnelle, avec le potentiel-là, vraiment, c'est, je vous dirais, c'est les nouvelles technologies, c'est vraiment une opportunité pour revoir un peu comment on utilise les équipements et comment on pourrait gérer l'utilisation de ces équipements pour l'optimiser. Le défi est moins la connaissance des nouvelles technologies qui sont très intuitives que plutôt la volonté ou la crainte de changer les mentalités et les façons de faire. Dans le fond, le problème n'est pas technologique d'apprendre à se servir des outils. C'est vraiment, est-ce qu'on est prêt à changer nos façons de faire? Et dans certains cas, on est obligé de le faire parce que vraiment des contraintes budgétaires qui vont nous amener derrière le COVID. La situation du COVID va probablement mettre plusieurs municipalités dans des situations peut-être plus difficiles. Puis au niveau des dépenses qui ont été encourues ou des contextes que vous avez eus. Les potentiels sont élevés dans l'adaptation organisationnelle, mieux travailler avec les outils, les équipements disponibles, les possibilités de communication sont multiples et continuent à croître. Là, je tomberais dans vraiment dans... D'abord, est-ce que vous avez des questions? Puis, moi, j'aurai des questions après. Donc, je ne sais pas si, Joël, on peut faire comment dire, une petite pause. Ça, c'est vraiment dans cette section-là. Si les gens ont des questions, ils peuvent les écrire ou demander le micro. Je ne sais pas si ça peut fonctionner jusqu'ici. Joël? Allô, allô? Est-ce que vous êtes là? Oui, on a tout le monde. Il y a des gens qui sont Veux-tu que je lance le partis. sondage? Il y a eu. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Mais Voilà. il y a des gens qui sont partis. Je viens de marquer Magali, il y a une urgence, il revient plus tard. Je regardais la Ouais, rediffusion. il y a une conférence de la province en même temps, donc ils pourront participer à la vidéo. Je la partagerai en même temps que les questions. Donc là, je vais lancer le sondage avec la première série avec les opportunités. Oui. Tu vois, Isabelle dit que tout va bien. Si vous avez des questions, Gary, Gilles, Lise, n'hésitez pas. Je peux activer les fonctions quand vous voulez. Donc je vais lancer le premier sondage des opportunités. Et je vais... Gary, je vais allumer le micro. Je vois qu'il y a peut-être une question. Voilà, Gary, Bon, j'ai salut tout activé. le monde. M'entendez-vous? Oui, 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 bien sûr. Oui, Oui. oui, merci. OK, bon, ben c'est bon, ça m'aide. Je suis content que j'ai participé parce que cette année, j'ai 2 appels d'offres, là. Je suis responsable de m'assurer Je suis impliqué beaucoup dans la flotte municipale de la municipalité. On révise annuellement nos besoins, puis vraiment voir c'est quoi les technologies sur le marché pour essayer d'améliorer comment je pourrais dire, améliorer notre flotte. Voilà, la mettre à jour au niveau des serveurs technologiques, tout ça. Puis cette année, on a eu 2 opportunités en fin de compte. On était avec un véhicule pour la force policière, un Unmark qu'on appelle, là.
Puis ce véhicule-là, on l'a spécifié avec des technologies hybrides. OK? Donc, ça, c'est un. L'autre, on a été avec un hybride branchable. Euh, mais drôlement, qu'est-ce que j'ai connu dans la région, c'est qu'il n'y a pas grand concessionnaire qui est capable de faire l'entretien ou même vendre des véhicules full électriques dans la région du Nord-Ouest. À Edmondson? Dans la région du Nord-Ouest. Ouais. Euh, J'ai appelé les concessionnaires, non, ils sont pas. Il faut qu'il y ait comme une certification de la part du oui, manufacturier oui, à oui. pouvoir vendre et servicer. Donc, nous, tous tour ici, on a capté le véhicule full électrique, puis on a été avec un électrique branchable. C'est-tu quoi que les autres ont vécu? C'est-tu quoi qui est normal? C'est-tu quoi que vous êtes Ben, conscient de? oui, oui, oui. Je vous dirais, ben, on a quand même la Bolt. Ben, peut-être que même Joël, est-ce que tu es en ligne, Joël? Storm, je les avais rencontrés l'année dernière, les concessionnaires, avec la phase 1 du projet mobilité électrique. Ce qui ressortait souvent, c'était le Québec a plus d'incitatifs, donc ils étaient bien Ouais. plus attractifs qu'Edmundston qui est situé sur la frontière. Donc le concessionnaire, il me semble que c'était Honda ou Toyota, disait, lui, tout le monde part au Québec, il n'arrive pas à être compétitif pour l'instant, donc il ne voyait pas le besoin euh, Mm. de s'équiper à faire du 100% électrique. Donc c'était vraiment une problématique qui était propre au nord-ouest, parce que dans la péninsule acadienne, il n'y avait pas cette compétition avec le Québec, mais le nord-ouest, c'est ce que vous avez. Donc, Ah, Mm. ok, je comprends. Ouais, puis nous, ben, c'est justement c'est une des problématiques. On ne veut pas faire l'achat d'un véhicule que si jamais qu'il arrive quelque chose sans garantie, puis on est obligé de sortir, disons, de la région ou quoi que ce soit, parce que on va dire, comme on dit vers ici, ça vient déplaisant à un moment donné, là, vous comprenez? Ah, c'est Donc, on a sûr, c'est trouvé que le sûr. véhicule, le plug-in hybrid, ben, pour l'instant, c'est le meilleur des deux mondes là, dans notre région là, pour pouvoir entamer le pas parce que c'est quand même une belle outil de promotion. Puis en plus, ben, Edmundston, c'est un producteur d'énergie. Euh, donc, j'ai été comme surpris, là. Je ne m'attendais pas d'avoir cette réponse-là des Ah, ben, concessionnaires quand j'ai commencé à c'est faire le tour. intéressant. Ouais, C'est intéressant, mais je te ouais, dirais, ce qu'on est en train de constater au niveau des technologies, c'est que les voitures hybrides sont moins performantes qu'une voiture électrique, toute électrique, ou même à la limite une voiture compacte, plus mm, petite. mm, La voiture hybride, ça a été une bonne technologie de transition. Puis ça peut, au mm, niveau environnemental, c'est une solution là où tu as besoin d'autonomie. Si tu as une contrainte d'autonomie. ouais, Euh, Là, avec la Kona, la Bolt, la, je vous dirais, nous, on en a beaucoup là. On est rendu à plus d'une trentaine de véhicules avec Sauvé, tout ça. On les a tous. On les a ou presque tous. ouais, Là. On a la Leaf, on a la Soul première, deuxième, troisième génération. On a la ouais, e-Golf. On les a toutes. Euh, je vous ouais, dirais, puis, la Bolt, ouais, elle se trouve bien, puis il y en a un à Cabano, là. Vous avez un concessionnaire au niveau du service, c'est pas très loin de chez vous. C'est vraiment pas très loin de chez vous. ouais. Donc, vous pourriez acheter une Bolt euh, plus éloignée. Il faut savoir qu'il y a très peu de services à faire sur une voiture électrique. Il y en a très, très peu. Ouais, Euh, oui, puis ça, je comprends ça. C'est certain que le véhicule on prévoit de garder autour de 10 à 12 ans aussi. Euh, il y a très peu. non, on veut juste mettre les chances. Ouais. Moi, pour répondre à ta question, si tu achètes une Bolt au Nouveau-Brunswick, puis que tu dois aller faire ton service dans le coin comment dire, à Témiscouata sur le lac, pas loin. Moi, on a beaucoup travaillé avec Témiscouata sur le lac, puis on est à Rivière-du-Loup, puis on est beaucoup dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, fait qu'on connaît assez bien le Ouais. coin. Puis Joanne, nous, on a une Kona qui va très, très bien. Là. On l'a depuis plus d'un an et demi, là, puis elle va vraiment bien. Puis je te dirais, au niveau technologique, on a eu un rappel au niveau des batteries, c'est parce que c'est quand même des nouvelles technologies, mais on n'a jamais eu de problème, rien. On n'a Ouais. jamais, jamais, jamais eu de problème. Puis, je te Mm. dirais, Kona, Ioniq, qui a quand même une autonomie plus limitée, moi, je vous dirais, restez avec la Kona. Quand même, les concessionnaires Hyundai, Ouais. ils sont assez fréquents au Nouveau-Brunswick. Puis, Oui.
la Bolt, la Kona, il y en a beaucoup moins sur le marché, puis la Bolt, il y en a beaucoup. Fait que je vous dirais, c'est disponible. Si toi, tu dois aller avoir du service, tu as juste à aller à Témiscouata sur le lac, là, je pense que c'est Cabano, là. Ils sont à Cabano. Ouais, là, c'est Puis le en plus, c'est concessionnaire un dans le coin. Acadien, le gars, là. Je pense que c'est un Oui. Braillon, comme vous les dites. Là. Vous Ah, connaissez? c'est un Bréon, ouais. Oui, c'est un Oui, Braillon, c'est ça. il Il s'est vient. installé là. Ouais. Mais, Je vais vous poser une question. non, Est-ce que ça vous ennuie d'aller là pour la maintenance? ben, c'est certain qu'on a des concessionnaires à l'intérieur de nos limites municipales. Oui, mais On veut bien encourager nos concessionnaires locaux c'est aussi. important, Là. c'est très, très important. Ouais. Mais avez-vous un concessionnaire GM dans votre coin? Ouais, puis j'ai communiqué avec. Moi, j'ai fait Honda, Hyundai, Kia, Toyota, GM, Ford. Ben, tous nos concessionnaires à l'intérieur disons, de nos limites municipales. Puis même Ford, lui, appartient le concessionnaire à Grand-Sault aussi. Puis Ford est limité, c'est plus hybride, ils sont pas encore full électrique encore, mais le restant des concessionnaires, eux, peu de demandes, ça vaut pas la peine, on n'est pas certifié ou autorisé des ventes, on n'a aucune formation Ça, au tu niveau de la parles maintenance, vraiment quoi que ce de soit. GM dans ton coin, là, de façon spécifique? Ah, ah ouais, Ben ah ouais. à ce moment-là, si tu veux une Bolt, tu vas à Témiscouata sur le lac, parce que lui, il a Ouais, pas. faut que j'aille au Québec ou quoi que ce soit. Ouais. Ben là, c'est pas très loin, là. Ben, en fait, je te dirais, l'idée, Non. c'est. Je te dirais, la Bolt, c'est une super voiture. Puis en plus, Ouais, là, il la vendent à un bon prix. Il la vend autour de 40 000. ouais. Puis, si tu l'utilises beaucoup, là, nous, on a une municipalité au Saguenay qui a une Bolt. Là, Joanne a fait une présentation là, justement dans la MRC du Fjord. Ils ont fait 36 000 km avec, ils ont sauvé 5 000 déjà. Ouais. Fait que tu Alors, sauves au niveau de j'en suis l'essence, sûr. tu sauves très rapidement. Pas de maintenance, pas rien. Fait que si dans le fond, nous au Québec, avec le 8000 plus le 5000, c'est comme, c'est un Ouais, c'est no-brainer. vraiment alléchant là, comme offre. Ouais, Là. Ouais, ouais. ouais. Ben, c'est certain que aussi au Nouveau-Brunswick, au niveau des foules électriques, le réseau des bornes de recharge n'est pas tout à fait établi encore, malgré qu'ils vont faire ils Ouais, font des mais initiatives cette année là, pour toi, commencer à s'établir. Là. toi, tu te promènes. Ben, il y a quand même la bande rapide, il y en a. Nous, on le fait en passant. Fait qu'on on va régulièrement. Ouais. Si tu dois te rendre à Moncton, tu en as au niveau stratégique. Avec une Bolt, tu n'as pas de problème. Tu as Ouais. zéro problème. OK. Mais toi, pour un usage municipal, je me rappelle dans les études, le kilométrage moyen effectué par, par votre flotte était assez basse. Ça. Mm. C'est pas Ouais, très puis élevé. Là. justement, là, cette étude-là, Yves, c'est certain que j'aurais aimé de la voir, là, parce que je pense que c'est un de mes anciens confrères qui avait participé à cette rencontre-là. Là. Je serais curieux de voir ce rapport-là. Là. Aucun problème. Moi, je l'ai en promenade. Je vais la noter, oui. Aucun problème. Euh, Avec plaisir. Là, le véhicule électrique, Yves, là, comme nous, là, tu connais le coin, on est dans une vallée étroite, puis on est borné par des côtes là, assez prononcées chaque côté de la rivière Madawaska. Comment est-ce que ça performe les véhicules électriques dans ces genres les topométries, le véhicule les topographies électrique, de neige? là, le véhicule Oui. électrique, puis j'ai d'autres exemples, j'ai d'autres municipalités aussi au Nouveau-Brunswick, on a plusieurs. Mais ça fonctionne. Point de vue performance, comme je disais dans la présentation tout à l'heure, c'est vraiment très bon. Les voitures électriques sont hot. Là. C'est une Bolt, une Kona, là, c'est top. Là. OK. Puis en termes de consommation, ce que tu prends en consommation pour monter, tu le récupères en descendant. Tu as une récupération Ah oui, je comprends. Puis dans le fond, je te dirais, la seule problématique qu'on a, c'est l'autonomie par rapport en hiver. Ceci dit, la Kona, nous, on est à 30%, au 35%, je pense, au pire, là, qu'on OK. on a eu de baisse. La Beauce, ça peut être un peu plus qu'on avait mais c'est quand même, quand tu as un kilométrage, une autonomie qui est autour de 417 km, on est quand même au pire de 200 km d'autonomie. Au pire, ça c'est à 50. Là, fait que je te dirais,
performance avec les Kona et les Bolt, là, il n'y a pas de. Je vous dirais, ça va répondre aux besoins à 99% des cas. OK. Là, je ne vais pas prendre le temps des autres, mais merci beaucoup, Yves. Ça fait plaisir. Puis on a une étude qu'on a faite sur les camions aussi. Si jamais tu as les camions que tu veux, on a les camions Lyon qu'on avait analysés par rapport au projet. Oups, il y a juste une page. Ah non, ok, non, il y en a plusieurs. Il y avait les camions Lyon. Nous, on travaille avec la conversion de pick-up usagés. Il n'est pas encore ouvert, puis il est très occupé. Il n'est pas encore ouvert au niveau du marché du Nouveau-Brunswick. Lyon, ils sont très agressifs. J'imagine que vous en avez entendu parler. Puis, il y a une autre technologie qui est très intéressante. C'est. Attends un instant. Je l'ai-tu ici? FNCO. Ça, c'est du start-stop. C'est vraiment des super condensateurs. Ça, ce serait des beaux projets sur des camions qui s'arrêtent régulièrement, qui sont immobiles. C'est vraiment intéressant, c'est des technologies. On pourra en reparler, là, il y a une autre question, mais on a du stock, là, puis ça, c'est des beaux projets avec la FCM. OK. Merci beaucoup, Yves. Ça fait plaisir. Voilà, Lise, c'est bon. C'est mon tour? Oui, c'est ça. Oui. D'abord, je suis vraiment contente que Gary et Isabelle soient là. Donc, à la fois pour le volet gestion des équipements au niveau de Gary, mais Isabelle en termes de développement et d'enjeux sociaux. Donc, je suis vraiment contente qu'ils soient là. Moi, j'ai aucun doute là, que les équipements sont sous-utilisés, donc je ne remets absolument pas en question cette donnée-là. La question que je me demande, par contre, c'est dans votre méthode là, de calcul pour la disponibilité des équipements, véhicules, qu'ils soient auto ou camion. Évidemment, c'est le taux d'utilisation pour une journée normale ou une moyenne de journée normale. Je vais juste prendre les camions, il y a une tempête de neige, on est dans le 100%. Là. Donc, ma question, c'est est-ce que ce taux-là, ce pourcentage-là, est vraiment là, réel, adapté à la plupart des situations? Je vous dirais, oui, nous c'est basé sur un taux d'utilisation réel. C'est des logbooks qui ont été faits pendant un mois, qui sont projetés, mais c'est pas les camions spécialisés. Fait qu'on n'est pas dans les déneigements. Là. On a fait deux études. On a l'étude sauvée qu'on appelait, c'était pour vraiment la flotte de pick-up et de voitures conventionnelles. C'était des voitures vraiment non spécialisées. Puis l'autre, ce que je vous ai montré après, c'est vraiment des camions spécialisés. Effectivement, le taux d'utilisation, c'est pas ce qu'il y a comment dire, qui est l'indicateur le plus important. En fait, on parle de mobilité durable. Fait que dans le fond, certains types de camions, par exemple les balais de rue, là, on est en train de travailler sur des balais de rue. Un balai de rue, tempête de neige pas, c'est pas grave, on peut répartir l'utilisation d'un balai de rue. Des camions qui font la collecte des encombrants, des camions plus spécialisés avec des grosses bennes, qui ne servent pas à des services d'urgence, par exemple, comme le déneigement. Il y a moyen, au niveau de la disponibilité, il y a moyen de les rendre disponibles. Donc ça, au niveau des camions, chaque type de camion est un cas de figure en soi. Pour revenir à l'autre taux d'utilisation, c'est que Edmundston, les données qu'on a sur l'utilisation des véhicules et des pick-up d'Edmundston correspondent à celles des autres municipalités. Pas pire. Ils sont pas pires. Donc, dans le fond, c'est basé. Nous, on a des logbooks remplis à la main pour des raisons où on doit savoir combien il y avait de personnes, est-ce qu'il y avait des matériaux dans la pick-up, est-ce qu'il y avait des choses qu'on ne peut pas savoir de façon électronique. Donc, c'est des logbooks qui sont complétés manuellement. Donc, on en a fait pour une cinquantaine de municipalités. Fait que je vous dirais, je suis très, très confiant qu'on n'est pas très loin que
le Polaroid qu'on a, la photo là, instantanée qu'on a de l'utilisation de la flotte, elle correspond vraiment à une réalité municipale, puis elle décolle pas trop. Mais comme je vous dis, il y a deux choses. Votre premier exemple, les camions de déneigement, c'est tout à fait vrai, comme les incendies, s'il y a un feu, c'est pas le genre d'équipement que tu veux partager parce qu'il doit toujours être disponible. Par contre, il y a d'autres types d'équipements et c'est là l'intérêt d'avoir des projets. En fait, pour revenir un petit peu en arrière, que Joël expliquait, le Fonds fiducie, la Fédération canadienne des municipalités, le Fonds municipal vert, ils financent ce genre de projet-là, ce genre de technologie-là. Au Nouveau-Brunswick, au Québec, on a l'Hydro-Québec qui produit de l'électricité, fait qu'il y a toute une politique d'électrification des transports. Au Nouveau-Brunswick, il y a moins de sous, c'est moins d'enjeux. NB Power, au niveau de la production d'électricité, même quand je dis qualité, la qualité environnementale, parce que vous produisez au Nouveau-Brunswick, il y a du gaz, il y a du nucléaire, il y avait du charbon, je ne sais pas s'ils l'ont fermé, je ne me rappelle pas, mais c'est pas encore. Fait qu'il y a quand même des sources, plusieurs sources. Par contre, à Edmondson, vous produisez votre énergie. C'est votre électricité, vous produisez votre électricité à partir d'un. Donc, c'est d'énergie propre. Donc, je vous dirais, ce genre de technologie, que ce soit pour vos camions ou pour vos véhicules, c'est super intéressant. Puis, si vous n'êtes pas capable de maintenance, ben, en fait, l'objectif du projet Sauvé au Nouveau-Brunswick, c'est créer une demande, créer un modèle, créer une demande pour faire en sorte que les entreprises disent, ben oui, il y a des changements. Puis quand on a commencé nos premiers projets au Québec, il n'y en avait pas dans les régions en fait, on a appelé ça Sauver le système, c'est moi qui ai inventé le nom, là. Système d'autopartage de véhicules électriques en région. On a gardé le nom parce que le nom était beau et il est devenu populaire, là, mais c'était des véhicules électriques en région, il n'y en avait pas. Nous, on a rentré des véhicules électriques en région et d'autopartage. On a dit on va se servir de un pour rentrer l'autre, puis il y en a qui ont voulu l'autopartage, gestion de flotte, puis il y en a d'autres qui ont voulu les véhicules électriques. Mais on a créé, puis on a donné un exemple. Dans des villes comme Nicolet, Rivière-du-Loup, dans les petites municipalités, de voir ces voitures-là qui circulaient, ça a donné comment dire, un effet d'entraînement. Ça a créé un effet d'entraînement avec les citoyens. Puis il y a beaucoup de municipalités. À l'époque, il y avait une voiture, la vraie voiture hybride, là, à mon sens, c'est la Volt qui a été produite par GM. C'était toute une voiture. En fait, c'est une petite génératrice. C'était toute une voiture. Elle était très populaire. Puis il y en a eu beaucoup qui ont été vendus à Nicolet, Plessisville. C'est vraiment, quand on a regardé les statistiques des véhicules électriques, on a constaté que là où on avait le projet sauvé, il y avait plus de véhicules électriques. Donc, je vous dirais, si la ville d'Edmundston s'en va là-dessus, elle va créer un effet d'entraînement. Les citoyens vont dire, hey, c'est une bonne idée. Puis, dans le fond, vous allez démystifier les craintes que vous avez avec les véhicules électriques. La préoccupation, c'était plutôt, donc si Gary utilise son véhicule à 50%, cet élément-là de partage, en d'autres mots, son véhicule n'est pas toujours disponible. Il y a un plan de fait et il y a un partage là, on va dire des pick-up. Donc, c'était ça, plus ça ma question. Mais je vous dirais, on a des beaux exemples au Nouveau-Brunswick. Il y a des municipalités qui sont en train de faire le projet Sauvé. Là, on a Dieppe, Tracadie, Chupagan, Beresford, puis Saint-Quentin qui sont dans cette nature-là. On va avoir des bonnes. Là, c'est un peu spécial parce qu'on est dans le COVID, puis les voitures ne bougent pas trop, puis on est atypique là, un peu, puis on a même d'autres problèmes intéressants. C'est intéressant parce qu'on a d'autres problématiques, sous-utilisation, des batteries 12 volts qui se font solliciter. Fait que nous, on surveille ces éléments-là. Mais vous allez avoir des beaux exemples. Hein. On va avoir, la FMNB va vous offrir ça. Merci. Ça fait plaisir. Bon. Puis là, on peut. Continuer. Gilles, si tu as des questions, tu peux savoir. Et sinon, je vais lancer le sondage. Il y a quelques questions, des choix, une liste de choix et d'autres, c'est des réponses abrégées. Et donc, pour les personnes qui visionnent l'enregistrement de la... Ça a été intéressant là, que je ne vous ai pas trop chargé avec l'information. À tous, on va partager la présentation d'aujourd'hui. On peut aussi partager, je pense, le rapport et l'étude de notre projet, Yves. Donc là, vous allez avoir de l'information. Pas hésiter à regarder l'enregistrement, regarder les diagrammes qui ont été présentés. Le but, c'est ça, d'initier un peu des discussions. Puis si vous avez des questions, envoyez-nous
vous pouvez me les envoyer et puis on pourra aborder ces thématiques-là dans le deuxième webinaire. C'est vraiment pour vous et visez vos besoins et puis qu'il y ait un échange qui se crée. Donc surtout, il ne faut pas hésiter. Le deuxième webinaire, il y en a un qui sera mardi prochain qui est plus en soirée de 5h30 à 19h ou sinon le mardi 2 février qui aura lieu en après-midi de 14h à 15h30. Donc vous aurez le choix pour les deux dates. Et puis il y aurait aussi un troisième webinaire qui sera vraiment travaillé après les deux premiers pour là vraiment cibler vos besoins et aller de plus en plus dans le détail. Donc c'est ça, on commence un peu une pyramide inversée, on est très large au début, puis on va se concentrer de plus en plus sur vos problématiques pour aboutir à des solutions qui sont adaptées aux régions, à vos municipalités. Est-ce que vous avez des questions tous à la fin? Je vais rallumer. Vous avez tous accès au micro, caméra. Gilles, Isabelle, Gary, est-ce que tout fonctionne pour vous? Nouveau message de ligne. Super. Oui, ça va, merci. J'ai hâte de voir la suite pour tout ce qui est transport collectif, définitivement. D'accord. Si jamais, Si Gary, vous voulez avoir des informations sur les voitures électriques, on en a, on pourra aborder certains points plus d'éléments plus pointus. Là. On a vraiment beaucoup de données sur l'utilisation des voitures électriques depuis quelques années. Et je pourrais faire des parallèles. On a des Spark, des Volt, des trucs, puis puis là, depuis depuis au moins 5 ans. Fait que on pourra regarder ça. On partagera tout ça. Merci à tous pour votre participation. Vous allez avoir un courriel, si ce n'est pas demain, avant la fin de semaine, toutes ces informations-là. Donc, puis on reste disponible. N'hésitez pas, n'importe quand, on sera là pour répondre à toutes vos questions. Merci à tous, bon après-midi. Merci beaucoup. Normalement, au revoir. Vraiment, là. au deuxième webinaire alors. Bon après-midi.